bonsoir, bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver comme chaque mercredi et jeudi pour le mois de Ramadan à la bonne heure de 14h30 à 15h30 sur Canal Algérie. Nous sommes ravis de vous retrouver en ce J6. Voilà, on vient de me dire, j'avais pas bien calculé les jours. En tout cas, j'espère que tout se passe bien pour vous. Ramadan Karim, encore une fois, wa Moubarak. Nous sommes ravis de vous retrouver avec des thématiques qui, bien sûr, vont bien, j'ai envie de dire, avec le mois sacré de Ramadan. Eh bien, pour aujourd'hui, nous allons tout d'abord parler des programmes, justement, de ces fameux feuilletons ou encore sitcoms que partage avec vous la télévision algérienne. Eh bien, aujourd'hui, nous allons voir de près ce qui se passe ou alors ce qui s'est passé dans les coulisses du feuilleton El Frère, voilà, diffusé sur les chaînes de la télévision algérienne. Et aujourd'hui, nous allons en parler avec le scénariste du feuilleton qui est avec nous. Il s'agit de Nassim Yassa. Et puis, nous allons également parler des tenues traditionnelles. C'est vrai qu'on a tendance à en porter durant le mois sacré de Ramadan, surtout en soirée. Eh bien, cette fois-ci, nous allons nous intéresser à celles portées par les hommes. Et c'est Nazim Lotfi Lebhour, rappelez-vous, il a déjà été avec nous. Il est cofondateur de la start-up culturelle Lefnarjia. Eh bien, aujourd'hui, il va nous parler du costume citadin constantinois, si mes informations sont bonnes. Et puis, nous allons également apprécier de la musique constantinoise du Melouf avec une jeune artiste, interprète également. Il s'agit de Sérine Hanifa Zerata qui est avec nous cet après-midi. Et les deux rubriques du jeudi, Yasmina Sari pour Inspiration Habitat et Wahida Salem Sherif pour la rubrique Le saviez-vous? Voilà donc le programme de l'émission de cet après-midi. Et sans plus tarder, je vais accueillir mes invités. Et bien, on ne va pas passer de chansons pour passer plus de temps et apprécier justement tous ces thèmes qu'on va aborder avec nos invités cet après-midi. Et pour commencer, j'ai le plaisir de recevoir Nassim Yassa. Comment allez-vous? Bonjour. Marhaba bik. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça va, tout se passe bien? Ça va très bien. Alhamdulillah. Et puis, Yasmine est également avec nous. Ça va? Oui, depuis hier? Ça va, ça va. Eh bien, super. Et j'ai le plaisir également d'accueillir... Nazim Lotfi Lebhour, comment ça va? Ça va, merci pour l'invitation. Ça se passe bien, Ramadan se passe bien, Ramadan Moubarak wa Karim. Et puis la jeune artiste, interprète de musique Melouf, qui est également avec nous, Sérine Hanifa Zerata. Comment ça va, marhaba bik? Ça va, bik Yaïchk, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, vu que c'est long, comment vous voulez que je vous appelle? Hanifa. Hanifa, allez, ok. On y va pour Hanifa tout au long de cette émission. Donc, est-ce que vous avez le temps de suivre les programmes diffusés justement par la télévision algérienne pendant Ramadan? Ça va? Ça va. Très bien. En tout cas, c'est le début, bien évidemment. On fait connaissance. On essaye de comprendre les histoires, les scénarios. Et aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, on va parler justement du film El Frère, qui est diffusé tous les soirs. Première à 19h. Et Canal Algérie à 20h35, voilà, heure précise. Et avec nous cet après-midi, donc Nassim Yassa, qui est, donc vous êtes le scénariste du feuilleton, n'est-ce pas? Est-ce que c'est votre première expérience, Nassim? Oui, c'est ma première expérience. C'est d'accord. Le premier scénario qui est produit, heureusement, par l'UNTV. D'accord. Alors, حكي justement, كيفاش باش لقيت روحك في دير scénario يعني, je pense que déjà, est-ce qu'on s'intéresse à ça? Est-ce qu'on se forme? Comment ça se passe? Je ne me suis pas formé exactement dans ce domaine, mais c'est mes études. J'ai fait littérature francophone à l'université Mouloud Mamri de Tizi Ouzou, donc je me suis spécialisé en la littérature francophone, donc tout ce qui est histoire, tout ce qui est récit, etc. Donc par la suite, j'ai commencé ce scénario. Au départ, c'était une histoire. D'accord, donc vous êtes aussi romancier, c'est ça? Voilà. Donc je voulais écrire un roman, une histoire qui parle de ce personnage principal de l'histoire, Mariam. Par la suite, tellement j'ai beaucoup aimé le développement de cette histoire, donc je l'ai transformé en scénario. Donc j'ai commencé l'écriture en mois de décembre 2022, ça m'a pris 18 mois de temps. Donc, oui, parce que c'est des techniques quand même, écrire un scénario, ce n'est pas comme écrire un roman ou autre. Voilà, bien sûr. Ça veut dire le développement des personnages, le développement des intrigues, donc épisode par
épisode. Chaque épisode doit être constitué d'un certain nombre de séquences, la relation qu'il y a entre les personnages, comment commencer l'histoire, comment ça va finir, le développement, chaque épisode. Donc, c'est tout un travail, c'est toute une réflexion. Donc, mais heureusement, donc, le projet a été donc déposé à la commission de lecture de l'INTV, il a été choisi. Et Dieu merci, aujourd'hui, on est en train de le voir. Donc, oui, franchement, on apprécie. C'est un plaisir quand même, bien sûr, de voir quelque chose que tu as écrit, tu la vois donc, sur l'écran. Et justement, vous avez écrit l'histoire, le scénario. Et votre travail, justement, est-ce que vous avez eu à faire un travail au début avec les personnages pour bien expliquer justement comment que le personnage doit être, comment... Dans l'écriture. Oui, dans l'écriture. Oui, bien sûr. Il y a tous les détails. Bien sûr, tous les détails. Vous donnez tous les détails aux acteurs. Bien sûr, chaque personnage a ses critères, ce que j'appelle des profils. L'âge, mais surtout la particularité de chaque personnage. Hier, on a vu le 5e épisode, les gens commencent à comprendre qu'il s'agit d'une histoire qui s'intéresse beaucoup plus à l'aspect psychologique. Voilà, justement, j'allais y venir. J'ai l'impression que vous abordez une thématique peut-être un peu taboue, ou qu'on n'a pas l'habitude de voir, en tout cas dans les feuilletons qu'on suit durant le mois sacré de Ramadan. C'est vrai que c'est nouveau. Oui, bien sûr, c'était l'aspect le plus important parce que ces questions-là m'intéressent beaucoup. Les sujets, peut-être on les a vus déjà, mais je voulais approfondir dans la psychologie des personnages, comprendre le soi, à la recherche de soi. Oui. Ça veut dire, c'était ça l'élément essentiel qui devrait constituer mon histoire. Donc, je pense qu'on a réussi. Vers la fin, on a réussi. Il ne s'agit pas uniquement pour le personnage de Mariam, sans parler des détails, mais par la suite, dans les prochains épisodes, on va découvrir beaucoup de personnages qui sont touchés par cette analyse psychologique-là. Il n'y a pas uniquement Mariam. On a commencé par Mariam, mais il y a aussi la fille de Atman, son nom. Oui, Yasmine. Elle a aussi des tocs. On constate qu'elle a des tocs. On a pu voir hier. Mais il y en a d'autres. Donc ça va. Bien sûr, on va commencer à découvrir peut-être à partir de l'épisode 7. On aura dans l'épisode 10. On aura dans l'épisode. Ça veut dire, vous savez, même dans cette histoire, il n'y a pas uniquement les personnages, même les objets. Pour chaque objet, j'ai mis. Ça veut dire chaque objet symbolise quelque chose. Une rose, une lettre. Oui, je sais pas, la rose blanche, c'est vrai. On a pu voir une rose blanche qui revenait hier. Il y aura beaucoup. Épisode 5. Justement, épisode 5. C'est pour cela que j'ai parlé de rose parce qu'on l'a vu déjà hier, mais il y aura beaucoup d'objets donc qui constituent des histoires. Ça veut dire qu'il n'y a pas uniquement les personnages, y compris les objets. Très bien, alors on va regarder le lancement et puis on revient et on continue d'en parler. تكذب عليا وناس اخرين عايشين عادي حياتهم تسير الدنيا ما كانش عادله معايا علاش نطلعوا توستراتني ما يبانوش يردوا يترنوا لها ما شكيتوا في حتى واحد الفامي تاعنا ما عندهاش لي زانمي الا هذا واش حبيت تقصد تكل عليكم شركه تاع سماوي ما طاحش على بالي ماشي سهل لي كارونتي ما عندناش وهما يعرفوا مليح لا سيتياسيون تاعنا كيفاش راهي كي يكون رزقك طاهر واسي واش تحب بور لانستان راني هنا داركم الشفا دارنا ولا جبانه كيف انا نبكي ولا هي نبكي حطمتنا دمرت لنا الحياة كاملة ما فوق خلاص سليمان واش جابوا يا سليمان؟ عنده الحق أنا جيت نصفي القلوب وانا ما جيت نشوف المريضة جيت نشوف الصحيحة أنا حاسة بلي كامل الناس اللي نحبهم واللي عساس عليا راهم يروحوا قدام عينيا واحد مور خوها واش راه مخبي لي زمان هذا ما على باليش ماشي العفو تاعك مريم شكون قال لي يخبط الباب يخبط قلبها ودخل خلاص وليدي يرجعني ما نقدرش نشوف اللي قتلو هكا يدور عايش بحياته شغل حاجة ما صرات نبكي انا بكيت حتى جف دموع قلبك هدوء بصح الصبر هو دواء كل شيء خسرت كل شيء في حياتي بقات لي حاجة واحدة ما لازمش نخسرها
les soirs sur les chaînes de la télévision algérienne. Nous avons avec nous le scénariste. Si vous avez raté le début, donc il y a Nessim Yassa qui est avec nous. Et j'imagine qu'il y a aussi eu un travail avec le réalisateur qui a aussi un rôle très important. Oui, bien sûr, c'est une occasion justement pour lui rendre un grand hommage. Ça, c'est un grand monsieur, c'est un grand réalisateur. Dès le départ, il a bien compris l'histoire, les messages de l'histoire. On travaille en collaboration depuis le mois de juillet de 2024. On est toujours en contact, on est toujours en collaboration, on travaille ensemble. C'est un grand monsieur. Donc, justement, et je remercie aussi la direction de production de l'UNTV qui a bien choisi justement ce profil. Youssef ça, c'est une occasion pour remercier toutes les équipes techniques. Bien sûr, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, tous les départements qui constituent donc l'équipe technique de ce feuilleton. Le directeur de production, M. Yassine Blali, le réalisateur, l'assistant réalisateur Massé, Nissa Azé, et tous ceux qui sont derrière. Ça veut dire tous ceux qui sont dans les coulisses, ceux qui veillent à ce que ce produit soit bien tourné, soit bien réalisé. Voilà. Très bien. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Voilà, donc un jeune scénariste qui voit justement son scénario diffusé durant le mois sacré de Ramadan, ce n'est pas rien. On sait que c'est très suivi et très apprécié surtout, que c'est un produit vraiment, quand on regarde le nombre de vues justement sur YouTube, juste le soir ou le lendemain, c'est des chiffres phénoménaux. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui? Oui, je suis très heureux, c'est un plaisir également, mais surtout, c'est le feuilleton le plus suivi chez les familles. Donc, juste après l'Adhan, donc on a des échos. Donc voilà, justement, vous suivez les réseaux sociaux pour voir les commentaires. Et je pense que l'objectif est atteint. Parce que je ne peux pas parler des détails du feuilleton, mais vers la fin, on va bien sûr, oui. L'objectif principal de cette histoire, c'est de pousser les gens à parler, à s'exprimer, à s'interroger. Et je suis en train de lire sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui disent que, on dirait, c'est moi qui, donc c'est mon histoire. Ça veut dire qu'il y a des choses qu'on ne dit pas dans la vie. C'est ça, il y a des choses des fois qu'on ne dit pas. Mais on peut les voir. Ça veut dire c'est pousser les gens justement à parler, à communiquer, à communiquer, effectivement. Donc je pense que l'objectif pour le moment il est atteint parce que je suis en train de lire les commentaires sur les réseaux sociaux. Donc c'est bien, c'est un feuilleton qui est bien apprécié. Oui. Il est bien accueilli aussi chez les femmes. Oui, beaucoup, c'est vrai, très bien. Et puis, on voit le choix aussi de tous les acteurs. Il y a une jeune génération, de nouvelles têtes. Franchement, tout est fait pour que justement ce film marche. Et puis, on est bien évidemment fiers de le voir passer sur les chaînes de notre chère télévision algérienne. En tout cas, merci Nessim Yassa. Franchement, un plaisir d'avoir partagé tout ça avec nous. On va continuer l'émission. On va vous inviter à découvrir juste avant de partir la rubrique de Yasmine. D'accord? Donc, c'est une rubrique architecture et qui est baptisée Inspiration Habitat. Allez, c'est à toi Yasmine. Alors, aujourd'hui, on va parler d'architecture intérieure et de décoration. Tu regardes le film, voilà, juste avant de commencer. Le frère, ça va? Ah, je croyais que tu parlais. Non, le film dont on parle. Oui, mais bien sûr. D'ailleurs, je lui ai dit tout à l'heure, quand il y a eu le passage, je lui ai dit, je vais regarder ce soir. D'accord. Bien... Alors, 20h45 sur Canal Algérie. Je vais bien m'attarder sur la symbolique des objets. Comme oui, très important. Voilà. Tout a un sens. Même l'assiette vide, c'est ce qu'il disait tout à l'heure. Voilà. Ok, allez, on commence. Donc, je disais, on va parler d'architecture intérieure et d'éclairage. Alors, l'importance de l'éclairage et surtout durant ce mois sacré, parce que bon, quand on se regroupe autour de la table du ftour et en soirée, il faut créer une ambiance quand même propice et chaleureuse pour justement passer une soirée agréable. Donc, on va parler de l'importance de l'éclairage, les types d'éclairage et comment éclairer la table de Ramadan et la table et la soirée. Donc, la table à manger, et à le Sahara. Ah ouais, très importante. Voilà. C'est ça. Donc, je disais, alors l'importance de l'éclairage, comme on sait, l'éclairage peut complètement transformer une pièce, un espace. Donc, il peut la structurer, il peut agrandir visuellement l'espace et mettre en valeur aussi la décoration. Mais aussi, il a un impact, l'éclairage a vraiment un impact sur notre bien-être, sur notre humeur, notre énergie et notre bien-être. D'accord. Voilà, donc... Aujourd'hui, on va aussi aborder le fait qu'il faut toujours avoir diverses sources lumineuses chez soi. Oui, ça on l'a compris. Voilà, je le répète à chaque fois. C'est ça, donc les trois types d'éclairage. Allez, vas-y, dis-moi.
Principal. Exact, général. Et puis fonctionnel, voilà, donc pour vraiment fonctionnel, quand on a une activité de lecture ou donc on a un luminaire qui va nous aider à mieux voir ou en cuisine, donc sous les, sous les étagères. Et puis de décoration ou d'ambiance, donc on a les LED indirects, les bougies, les photophores, donc les 3 types d'éclairage qu'on choisira selon l'ambiance qu'on veut avoir. Donc si on travaille, bien sûr, on va allumer la suspension lumineuse, donc l'éclairage général et la pointe. Et puis si on veut se détendre, on peut uniquement garder les LED ou les bougies, voilà, selon ce qu'on veut avoir comme ambiance. Et pour donc la table de la fameuse table qu'on prépare tous les jours. Exactement. Donc il y a quelques conseils, enfin astuces à connaître, énormes, notamment pour la suspension lumineuse. Alors, il faut que la suspension lumineuse soit fixée à 70 cm du plateau, entre 70 et 90 cm, parce que pour les personnes qui sont grandes, il ne faut pas qu'elles se heurtent le luminaire. Donc, entre 70 et 90 cm, et puis idéalement, il faut choisir des suspensions avec un diffuseur de lumière. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit fermée en dessous. Pas forcément totalement, mais une bonne partie. Sinon, on peut être ébloui et ça dérange en fait quand on lève la tête pour discuter avec l'autre personne. C'est ça. C'est dérangeant. Ça aura une gêne. Exactement. Voilà. Et puis, on a aussi donc, la lumière. Donc, on choisira une lumière douce. Ici, donc, sur ce schéma, on peut voir donc, la hauteur du luminaire. Et on choisira aussi donc une lumière douce. En général, pour une table de salle à manger, on choisira entre 2700 à 3000 Kelvin. C'est une lumière assez douce. Donc ça va nous permettre d'avoir une ambiance conviviale. Actuellement aussi, ce qu'il y a, c'est les ampoules connectées. C'est-à-dire qu'on peut changer l'intensité de la lumière. Voilà. La couleur aussi. La couleur et l'intensité. Voilà, tu es une bonne élève. Ouais. Merci. La lumière. Voilà une... Exactement. Là, c'est juste pour montrer... Voilà, on passe du 300 au 600. Oui, voilà. Donc, 3000, pardon. Voilà. C'est pour montrer les différentes sortes de lumière. Et puis, donc, on peut mettre, donc, pour une ambiance plus intimiste, on peut mettre donc, des bougies, des photophores. Et quand on veut décorer sa table, donc, on peut mettre idéalement, on choisira des hauteurs de bougies un peu différentes pour composer, pour avoir une dynamique, pour que ça ne soit pas monotone. Donc, ça va créer une ambiance plus chaleureuse. Et on a aussi les LED, des LED effets bougie. Ça permet d'éviter les accidents. Oui, c'est sûr. C'est vrai qu'avec brûler les cheveux ou les enfants, ou voilà. Donc, on peut choisir ça. Et puis, donc les tendances de l'éclairage de cette année, donc c'est de miser sur une grande suspension lumineuse, les suspensions XXL. Ou alors on a aussi les suspensions avec des matières naturelles comme le rotin et tout, c'est les tendances de cette année. Et comme je disais tout à l'heure, donc les ampoules connectées. Ça c'est très beau. Voilà, exact. Les ampoules connectées pour pouvoir en fait changer l'ambiance ou la couleur ou carrément l'intensité de la lumière. Et en dernier, j'avais mis quelques petites photos de bougies où on pouvait carrément recycler, par exemple une orange ou un citron, on pouvait le prendre comme récipient et faire sa petite bougie. On va voir. Donc ça permet de décorer la table et en même temps là c'est les noix. Là c'est des noix, voilà. Très beau. Juste une petite idée de recyclage. C'est vrai qu'on a très belle idée. Voilà. On a tendance à les jeter. C'est exactement ça. Les casses. Pourquoi pas recycler quelque chose. Très belle, ouais. Voilà. C'est ça pour aujourd'hui. En tout cas, ça reste très important, bien évidemment. Ça égaye les soirées quand on rentre dans une pièce et qu'il y a un bel éclairage autour d'une belle table. Franchement, c'est toujours plus agréable. C'est toujours plus agréable. Et surtout durant ce mois sacré de Ramadan, bien évidemment, on consacre beaucoup de temps le soir au qadet, la soirée en famille, entre amis, n'est-ce pas? Exactement. Très bien. Ben, merci pour le choix de cet après-midi. Donc, on va te libérer, je pense, ou pas? Je sais pas. Non. Pas. Allez, on va dire au revoir bien évidemment à Nassim Yassa. Encore une fois, et en exclusivité. Votre premier plateau? Oui, c'est le Voilà, c'est pas le dernier. Hein, ça, je peux vous l'assurer en tout cas.
En tout cas, ravi de vous avoir eu avec nous cet après-midi. Donc, on rappelle le scénariste du film Le Frère. En tout cas, on a hâte de découvrir, bien évidemment, le déroulement de tous les épisodes, justement, de ce feuilleton qu'on suit tous les soirs. J'ai l'horaire exact de Canal Algérie, 20h45. Voilà. Donc, merci encore une fois. Sahar Mdanek, Sahar Ftorak. Et puis, peut-être au plaisir de vous revoir dans d'autres émissions. Yasmine, restez avec nous. On va vous offrir une chanson pour recevoir Wahida et bien évidemment s'intéresser aux rubriques des deux autres invités qui sont avec nous. Allez, Taar Fergani. جمعت في بعدي تسعة خصال قد جمعت في بعدي تسعة خصال ما هم في حبيب شكلا وحلاوة وضرب وجمال القلب العجيب يا ذاك الحبيب حبيب شكلا وحلاوة وضرب وجمال القلب العجيب يا ذاك الحبيب خليوني مع حبي نمزاج الكؤوس نمزاج الكؤوس في قطة من الجوهر والليل حلوس والليل حلوس يا محبوبي مع جندي يجلاك العروس يجلاك العروس هيا نعودو يا حبي هيا نعودو هيا نعودو يا سيدي هيا نعودو قلبي ما يحمل بطل ولا نحملو ولا نحملو والسادة صريقه عقل وسلال والسادة صريقه رحيقا وسلالا سامع طير والثامن ورد قاد والتاسع طار أبنتك نصيب يا ذاك الحبيب يا ذاك أو السابع طير والثامن ورد قاد والتاسع طار أبنتك يا ذاك الحبيب. Voilà donc Haj Tahar Fergani et du Malouf pour accueillir Wahida et faire plaisir à notre invité. Hein. Ça va Wahida? Ça va Lydia et toi? Depuis hier? Alhamdulillah, tranquille. Alhamdulillah, donc jeudi, la rubrique, le saviez-vous? On a du mal encore à s'adapter. Oui, on a du mal. Les jours, c'est pas encore ça, mais bon, ça va venir. En tout cas, tu vas aussi découvrir avec moi une petite chronique, j'ai envie de dire, que va assurer peut-être Nazim Lotfi El Bhour tout au long du mois sacré d'Ramadan. Et justement, nous allons nous intéresser aux tenues traditionnelles masculines avec lui. Peut-être tu pourras faire les féminines, pourquoi pas. Ah oui, mais pour aujourd'hui, spécialement, donc on s'intéresse aux tenues traditionnelles. Alors Nazim, de quoi il s'agit cet après-midi? Alors donc on va s'intéresser sur le costume traditionnel algérien et plus précisément citadin. Et alors généralement on parle, comme vous l'avez dit, au mois de Ramadan sacré sur les tenues traditionnelles qu'on porte. C'est vrai. Et généralement celui qui est mis à l'honneur, c'est le costume féminin.
Mais on a notamment le costume traditionnel masculin, donc à la ville. Alors c'est vrai que nous, principalement, dans ce qui est le costume citadin, on a 3 écoles. Donc on a l'école algéroise, l'école constantinoise et l'école tlemcenienne. Donc la ville d'Alger, pour le costume féminin, donc ça a son Kalako, son Sarwal Mdouar, Constantine Sagandora et Tlemcen Sachedda. Mais pour le costume citadin masculin, on va trouver une certaine unicité entre les 3 écoles. C'est un peu semblable, c'est un peu la façon de porter, les chèches qui suivent et les appellations qui diffèrent. Alors principalement, donc on a la fameuse Bdeia, donc là on en a un exemple, donc c'est une Bdeia qui date à peu près des années 40. C'est un mot qu'on n'entendait pas beaucoup, mais qui revient, qui est revenu. Est-ce que j'ai raison ou pas? On entend plus dire Bdeia alors que on n'a pas entendu depuis longtemps, j'ai l'impression. Des fois, ils changent le... Alors, la vraie appellation citadine, c'est vraiment le Bdeia. Il faut dire que l'appellation est assez ancienne puisqu'elle est déjà mentionnée au XVIe siècle par Diego de Haïdou. Au XVIe siècle, on mentionne donc par Diego de Haïdou que les hommes à Alger portaient des gilets qu'on appelle des Bdeia. D'accord. Vous pouvez le porter à ce joli que vous avez apporté. En tout cas, les couleurs sont très belles. Le marron et le vert. Après, c'est un peu pour mieux le préserver, peut-être. Parce qu'elle reste assez ancienne. Et après, les bdaïettes, bien évidemment, c'est selon les cérémonies. Il faut le porter pour qu'on puisse le voir. Attendez, voilà, comme ça. Voilà. Donc ça, c'est une bdaïa, si on peut dire, de tous les jours. Oui, c'est vrai qu'elle est simple. Simple. Et c'est surtout le tissu qui fait la différence, parce que généralement, quand c'est des cérémonies ou le plus important, donc le tissu est différent. Des fois, c'est travaillé pour certaines exceptions au fil d'or, comme peut porter certains notables à l'époque de la Régence. Très belle. Donc on va parler de celle-là. C'est de la broderie. Oui, celle-là, elle est faite main. Donc, généralement, aujourd'hui, plus ou moins, c'est les machines qui remplacent quand on parle du costume, surtout masculin, mais celle-là, elle est faite main. Donc, et pour vous dire qu'à l'époque, c'était des hommes qui confectionnaient ces costumes traditionnels. Fursuntena, c'était pas loin de Jezzarin, où il y avait, donc on confectionnait les fameux caftons velours, etc. Et Alger aussi, on avait nos fameux souks, donc avant 1830, qui étaient vraiment spécialisés dans cette fabrication. Et par la suite, donc, ce sera des petits ateliers qui vont s'organiser dans la fameuse Casbah d'Alger. Et voilà. Donc, et la différence, je vous ai dit que le tissu fait la différence entre la cérémonie, etc. C'est ça, c'est-à-dire que quand on la porte tous les jours, elle a tendance à être voilà, donc ça, c'est surtout le tissu qui fait bien évidemment donc, entre les journées d'été et les journées d'hiver. C'est ça. Et bien sûr, donc le bdaïa peut être pièce maîtresse ou pas, parce que généralement le bdaïa se met à l'intérieur, c'est le gilet. Donc les journées d'été où il fait chaud, donc on a un petit chemisier à l'intérieur et le bdaïa comme pièce principale. Mais quand on a une cérémonie importante, on veut se montrer, quand chez les citadins à l'époque bien sûr, et quand il fait un peu... Là on voit des photos. Voilà, c'est des exemples. Donc là, on a 2 bdaïat. Donc on a le bdaïat dkhlaniya ou le bdaïat barraniya, donc celle d'intérieur et celle d'extérieur. Et la veste, donc qu'on voit, c'est le jabadouli, donc le jabadouli masculin. On a notamment donc le hizam, la ceinture qu'on appelle hizam dziri. Et sarwal, des fois, on fait des erreurs. On appelle le sarwal masculin sarwal mdouar orsifo. Donc, le sarwal mdouar, c'est féminin, 100% féminin. Voilà, le masculin, on a 2. On a sarwal tstefa, le plus connu comme celui-là, parce qu'elle lâche les plis. Donc, ils sont bien. Et celui qui est un peu plus court, qu'on porte des fois durant les journées d'été où il fait un peu plus chaud, on appelle ça sarwal maqada, parce qu'il arrive jusqu'à le maqada tao. Donc, c'est le voilà. Donc, ça, c'est toujours sarwal tstefa. On voit le bdaïa, le jabadouli. Et même pour la chachia, il faut savoir qu'on avait un sourd à chachiyat à l'époque et on a une fabrication de chachia qu'on appelle chachiyat ziria. Donc on a notre propre chachia qu'on appelle chachiyat ziria ou chachiyat nasras parce qu'elle est plus petite. On avait plusieurs types de chachia, on en compte en Algérie jusqu'à 6 types de chachia. Entre chachia Asmandli, chachia Istanbul, chachiyat ziria. Et toujours une fois, c'est les appellations qui diffèrent. Voilà, Istanbul, c'est celle qu'on connaît le plus. Qu'on appelle des fois. En tout cas, la tenue là, super classe. Hein. Le monsieur qu'on voit, machallah. Le décor, la porte, zillij, tout y est. Il faut dire que c'est une photo qui date du début du XXe siècle qui a été colorisée. D'accord, waouh. C'est au cœur de la Casbah d'Alger, dans la Médina d'Alger. Magnifique. Et donc je vous ai dit que entre les villes, donc entre l'algérois, le constantinois et l'orani, donc Tlemcen, c'est la façon de porter qui diffère et aussi les appellations. Par exemple, nous, à Alger, on dit bdaïa, Fursuntena, des fois, on dit jileka. Qui fait Jlika. À Alger, on dit sarwal. C'est beau. Ouais, c'est les appellations. À Alger, on dit sarwal tstifa, Fursuntena, on dit sarwal hawka. Nous, on dit chachit Istanbul, Fursuntena, on dit kbous asmalli. Voilà. Qui fait Kbous asmalli. Ah, waouh. Voilà, c'est les appels. Et là, bien sûr, on a une pièce maîtresse qui existe en Algérie depuis l'époque médiévale, qui est le caftan.
Oui. Le caftan a été porté en Algérie depuis déjà l'époque médiévale. Bien sûr, ça c'est un caftan d'occasion, c'est un caftan en velours, blawinat, donc tarz belftla. Et on porte bien évidemment le costume traditionnel le plus connu, si on peut le dire, en Afrique du Nord et en Algérie principalement, c'est le burnous algérien. Donc ça c'est un burnous de chef. Donc un peu les deux pièces les plus anciennes qu'on retrouve dans notre patrimoine culturel, masculin bien sûr, c'est la gandoura ou le djibba rijalia, donc masculine, et le barnous. D'accord. Et notre djibba, enfin notre gandoura est assez typique. Elle est un peu carrée, déjà assez large, assez arida, avec un cou assez ouvert au milieu comme ça. Donc généralement dans le costume, dans la région citadine, c'est ce qu'on porte chez les hommes. En tout cas, c'est vraiment de belles tenues magnifiques. Elles se sont peut-être perdues, mais là j'ai l'impression que ça revient. Oui. Alors, je pense que c'est un peu les tendances et les effets des réseaux sociaux et surtout cette volonté de toujours vouloir préserver cette mémoire. On revoit de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à des choix carrément donc porter des anciennes tenues ou carrément en faire de nouvelles autres, pas pour rendre hommage et pas que sur le niveau national, même si la voilà. Alors ça c'est moi. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Hein, ça voilà, ça c'est moi. J'ai encore, ça va, ma vision, ça va. Voilà, ça c'est moi avec une gandoura et une bdehia. Alors celle-là, cette pièce, elle date des années 40, qui a été très bien préservée par sa famille. C'est une pièce de la famille Lamine Smarin, de Dar Smar, qu'on appelle à Alger, et qui est une pièce, c'est une gandoura citadine. Donc c'est le tissu qui fait la différence. Elle vous va bien, franchement. Bien sûr, un clin d'œil à ma grand-mère qui a insisté pour m'en prendre en photo avec. Eh ben, quelle chance. Voilà, de porter une pièce. Et parmi aussi les pièces que j'ai eu peut-être l'honneur de porter, ça a été aussi le caftan de l'Hadj Mohamed Lanqa. D'accord. Qui est une pièce assez unique de trouver déjà un caftan toujours existant des années 30, etc. Et en plus, à qui il a appartenu? Al-Hajj Mohamed Lanqa, donc dans l'occasion. Voilà, donc c'est le Bidahia de l'Hajj Mohamed Lanqa, le caftan de l'Hajj Mohamed Lanqa, il cherche Istanbul de l'Hajj Mohamed qu'on avait porté durant notre événement sur le costume citadin qu'on avait organisé en 2022. Magnifique, vraiment magnifique. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous et avec les téléspectateurs. J'imagine que ça a fait plaisir à beaucoup qui nous regardent cet après-midi. Moi, la question que j'ai envie de vous poser, d'où vient cet intérêt, Nazim? Et quand on vous voit jeune comme ça, avoir autant d'informations et s'intéresser à ce patrimoine? Alors toujours, bien sûr, je reviens à ma start-up, le Fnardjia. Donc je pense déjà, j'avais expliqué la dernière fois que c'est une passion que j'avais depuis que j'étais jeune et que j'ai développée aussi notamment grâce à mes collègues de Fnardjia. Donc ça aussi, c'est le Gandoura al-Barnos que j'ai développé. Et les informations, ça a été notamment grâce à nos événements. Parce que toujours une fois, quand, par exemple, en parlant du costume citadin, on a organisé 3 ou 4 événements sur cette thématique. Et c'est toujours ces bonnes personnes qui nous ouvrent leurs portes parce qu'on ramène des pièces généralement de famille. C'est des pièces qui sont cachées. Et on échange avec eux les appellations et leur mémoire un peu. Alors bien sûr, il y a de la documentation aussi. Quand on cherche, il y a de la documentation. Donc on a une mémoire. Je vous ai parlé déjà, Venture de paradis au XVIIIe siècle. Il parle de la Bdahia, il parle du Jabal, il parle de Sarwat Stifa, bien sûr. Qui donnent justement toutes ces informations. Et surtout, c'est pour montrer l'ancienneté de cet héritage culturel, que c'est vraiment une mémoire très ancienne qui a été héritée de nos aïeux. Et surtout, cette beauté, c'est tout le raffinement du travail citadin qu'on se donne à préserver, à mettre en valeur. C'est vrai, en tout cas une fierté, j'imagine, pour toute votre famille déjà, et nous aussi. Il y a une fierté d'être avec nous cet après-midi, de partager tout ça. Vraiment, yatek saha. Et on va continuer justement dans la lancée et parler de musique, puisque aussi c'est très important, toutes les musiques. École citadine. Voilà, et aujourd'hui on va aller du côté de Constantine avec Hanifa, n'est-ce pas? Alors Hanifa, racontez-nous votre histoire. Comment ça a commencé? J'ai commencé la musique à l'âge de 6 ans au conservatoire à Constantine, chez Monsieur Kamal Chtab. Après, ça a été une création, la création d'une association d'un maman et papa. D'accord, là, Ibarak. Et c'est quelle association? C'est l'association Nessaim Ons. Nessaim Ons, très bien. Donc à Constantine toujours. À Constantine, toujours. On salue vos parents. Ah oui, bien sûr. J'espère qu'ils vous regardent. Oui. Bon, on est une famille musicienne. Maman, papa, le petit frère et moi. Super. Donc ça aide, hein, ça aide oui, déjà. Bien sûr. Ça aide. Et j'ai continué, genre jusqu'à mes études. Et justement, à part la musique, bien évidemment, vous avez fait J'ai fait des études. L'école nationale.
de musique aussi. D'accord, ah ben voilà, même ça, vous avez choisi la musique. Et j'ai eu ma licence en musicologie. Allah يبارك. يبارك فيك. Bon, je fais partie aussi de l'Orchestre national de l'Opéra d'Alger. D'accord. Et l'Orchestre féminin aussi. D'accord, très bien. Et vous connaissez Nazim? Bien sûr. Voilà, vous connaissez. Attention, vous avez les mêmes centres d'intérêt, j'ai envie de dire. Hein. C'est très important pour vous, justement, toutes ces facettes de notre patrimoine. Et donc, vous jouez d'instruments, un seul ou beaucoup? Plusieurs? Je joue de la mandoline. C'est mon instrument principal. D'accord. Et le luth. Oud arabi. Il faut que je précise. Exactement, c'est un oud constantinois. D'accord. Oui. Vous l'avez apporté avec vous, il est très beau en tout cas. Allez, on va vous écouter un petit peu, peut-être un petit extrait pour commencer. Au moins un peu de musique cet après-midi, ça va faire plaisir à tout le monde, ça c'est sûr. Hanifa, c'est le melouf. Quand on dit Hanifa, on pense directement au melouf, n'est-ce pas? Vous êtes à l'aise? Racontez-nous. Oui. Yani, vous êtes à l'aise côté melouf, trop melouf. Je fais déjà du classique. Oui, voilà. Andalo, c'est concernant Alger, et le melouf. D'accord. Et justement, c'est beaucoup de travail. Quand on fait comme ça de la musique, est-ce qu'il faut pratiquer? Ça dépend. Ça sera facile. Quand on aime genre une chose, ça sera plus facile. D'accord. Et j'imagine aussi, puisque vous êtes membre de l'orchestre de l'Opéra d'Alger, vous avez eu à accompagner beaucoup d'artistes, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, oui. Comme Wahab Jazouli, Mania Chatal, Manal Gharbi, oui. Et c'est tout. Et c'est tout, oui, c'est tout. C'est pour ça qu'il est avec nous cet après-midi. Oui. En tout cas, un beau parcours. Et aujourd'hui, vous êtes à Alger, justement? Oui, je suis une prof au CEM, prof de musique. De musique, au collège. Oui. Ah, comment ça se passe avec les enfants? Ça va. Justement, comment on fait? Est-ce qu'il y a des méthodes justement pour attirer les enfants, pour qu'ils s'intéressent à la musique? Généralement, c'est très important. Ça attire avec l'instrument. Ah oui. Quand ils voient qu'un instrument, ils sont curieux. Exactement. C'est ça qui. Oui. Très bien. Ils ne s'intéressent pas beaucoup côté théorique. Par contre, côté pratique. Pratique, si. Et justement, oui. Trop technique le côté théorique, oui. C'est vrai. Et justement, pour percer, j'ai envie de dire persévérer aussi, est-ce qu'il faut commencer jeune, à votre avis, Hanifa? Je vous donne un exemple. Ma mère, elle a commencé à l'âge de 35 ans. Ah, voilà. Donc, c'est pas une altiste, violoniste. D'accord. Elle a commencé à l'âge de 35 ans. D'accord. Et là, elle a pu bien... Oui. D'accord. Elle a une association.
Exactement. Elle a carrément créé une association. Et justement, dans cette association qui est du côté de Constantine, n'est-ce pas? Comment se fait le travail là-bas? Super. On a des profs. De musique. On avait M. Hassan Branqui, M. Larbi Noir. Voilà, on voit des photos. Oui, c'est mon association. D'accord. Donc voilà, on peut et maintenant, on est avec M. Tarb Stanji, qui est connu. D'accord. Oui, ben oui. Et il y a des enfants, des petits. On a deux classes. La classe A pour les grands et les débutants. Bon, chez les débutants. Non. C'est la classe B pour les débutants. Et la classe A pour le et on peut et on peut adhérer justement à cette association à n'importe quel âge, qu'on soit jeune, pour les enfants ou les adultes qui veulent aussi s'initier. Oui, bien sûr, normal. Très bien. En tout cas, ça reste un monde, un très beau monde, j'ai envie de dire. Hein. Yasmine, tu joues d'un instrument ou non? Pas moi, mais ma mère joue du piano. Elle a fait le conservatoire. Je suis aussi prof de piano. À l'école. Oui, tu es beaucoup de choses. J'ai mes cousins. Allez, on va écouter un petit extrait peut-être de cette petite vidéo. C'était avec mon petit frère ici. Ah, d'accord. Il a quel âge? C'était le 5 juillet. Il a 20 ans. 20 ans, là, il Oui, la tenue aussi, une belle tenue, une belle guindora constantinoise. Elle est un peu moderne. Comment? Elle est un peu moderne. Oui, modernisée un petit peu, mais elle est très jolie. Palais de la culture. Oui, palais de la culture d'Alger. Zakaria. C'est un peu l'ambassadrice de Constantine à Alger. Ouais. Voilà, donc Hanifa, comme disait Nazim, l'ambassadrice constantinoise ici à Alger. Donc un bel événement du côté du Palais de la Culture Moufdi Zakaria qu'elle partage avec nous cet après-midi. En tout cas, on va continuer d'apprécier bien évidemment votre voix avant la fin de l'émission. Mais je vous invite à découvrir la rubrique de Wahida. Donc le saviez-vous, n'est-ce pas, cet après-midi? Exactement, Lia. Donc comme on est en train de parler, de mettre en avant le patrimoine, le beau patrimoine algérien, savez-vous que Alger, la capitale, elle est classée numéro 2 concernant les destinations touristiques? Non. Oui. Alors, il faut savoir qu'en 2024, il y a eu un classement sur la plateforme Skyscanner où ils mettent un top 10 des pays et des capitales à visiter. Donc, en première place, il y avait Faro, la ville de Faro au Portugal, et la deuxième place est attribuée à l'Algérie, Alger, la capitale. Donc, ils conseillent d'aller la visiter. Selon vous, pourquoi on a choisi Alger? Allez. Les sites naturels, moi, je dis. Oui, son histoire, la Médina, surtout son architecture. Surtout ça. Ouais. Déjà, le premier point, c'était par rapport à son architecture, qui est vraiment marquante. Donc, tous ceux qui ont visité Alger, donc, ça les a marqués de voir les beaux bâtiments qui sont présents, qui racontent une histoire, qui témoignent de plusieurs histoires qui sont passées sur Alger, et bien sûr à travers l'Algérie. Il y a aussi le deuxième point, c'est l'histoire de l'Algérie. C'est le patrimoine. Donc, on a un riche patrimoine, que ce soit culinaire, artistique, culturel. Donc, ils ont été impressionnés d'apprendre qu'on a cette variété qui est extraordinaire. Un point très important, c'est la générosité et l'accueil du peuple algérien. Donc, ils ont remarqué qu'ils ont été vraiment aidés lorsqu'ils avaient besoin d'aide. Ils ont été accueillis, orientés, mais aussi on leur a conseillé certains sites pour pouvoir les visiter. Il y a eu plusieurs sites historiques, artistiques et culturels à visiter, qui est très important. Et important dans chaque pays, donc un critère qui est important, c'est l'accessibilité et les transports en commun. Donc on a cette chance d'avoir plusieurs transports en commun, que ce soit le métro, le tram, le bus, taxi, et puis à des heures vraiment tardives, très tôt le matin et tard à la journée. C'est vrai, on peut se déplacer facilement. Voilà, et puis il y a des stations et des arrêts devant chaque musée et chaque endroit à visiter. Donc ça, c'est très important. C'est aussi important, oui. Et puis il y a par rapport aux tarifs et aux prix, que ce soit par rapport au musée, au restaurant, aux hôtels, c'est vrai qu'on est vraiment pas cher. Donc, on est vraiment une destination qui n'est pas chère, même par rapport à l'année dernière au billet d'avion. Donc, vers Alger, ils avaient des réductions de plus de 23% par rapport à d'autres compagnies aériennes. Donc, ça, c'était vraiment un avantage et c'est un critère pour pouvoir classer le pays. Il y a aussi, très important, c'est les lieux, en fait, les hôtels. On voit des photos aussi. Voilà, Voilà. En fait, quand on passe une semaine à Alger, c'est qu'on a plusieurs endroits à visiter. Et on n'a pas le temps de tout voir. Et ils conseillent de revenir une autre fois, une deuxième et une troisième fois, pourquoi pas. Donc voilà, ça c'est parmi les critères. Et bien sûr,
l'art culinaire algérien. Oui. Oui. Ils ont goûté à la pizza carrée. J'allais te dire, tu as oublié quelque chose. Hein. Surtout pas. Surtout pas. Alors, ça va de la pizza carrée à l'khfef qui est important, zlabia algérienne. Rechta qu'ils adorent aussi. Oui, rechta. Voilà. Et puis voilà, justement, ils conseillent, en fait, lorsque l'article a apparu, il y a eu de très beaux témoignages qui ont été écrits. Donc, c'est des blogueurs et des vlogueurs étrangers qui ont témoigné. Très belle photo, là, qu'on voit. Oui, magnifique photo, voilà, justement, qui témoigne de l'architecture d'Alger. Et puis, par rapport, justement, je reviens à l'art culinaire, c'est que ce qui est extraordinaire en ce moment, c'est qu'il y a des maisons d'hôtes où le touriste peut aller visiter l'endroit, par exemple la Casbah ou Bab el Oued ou Bouzaria ou Albiar. Il y a des maisons d'hôtes qui ouvrent. Ils réceptionnent le touriste en leur offrant des mets algériens, des plats traditionnels algériens avec des gâteaux. Et donc, ils découvrent la nourriture et la mentalité algérienne et la tradition. L'hospitalité aussi qui est importante. Je vais partir à une maison. Ah oui, ah bah voilà, c'est ça quoi. Oui, à Dar el-Mahrousa. Parce que moi, je suis aussi guide touristique et dans ce contexte-là, donc on va avoir un dîner dans une maison traditionnelle, maison d'hôtes. Il y aura notamment des gens, des Algériens et des étrangers qui vont essayer l'iftar au cœur de la Médina d'Alger. D'accord, c'est très bien. On va parler du menu justement. Vous le choisissez au préalable. Généralement, c'est un pack. Donc généralement, le pack, on a la salade, on a shorba, on a le mtouem. Après, bien évidemment, les gens peuvent demander, bien sûr. Très bien. Parce qu'on veut goûter tel plat ou tel plat. Très bien. On reparlera de ça, Nazim, parce que c'est très intéressant. On finit avec Wahida. Il faut savoir que Alger était classé parmi les 52 meilleures destinations touristiques mondiales à visiter en 2023. Donc ça pourrait que nous faire plaisir. Et pourquoi pas prochainement peut-être intégrer les tenues traditionnelles masculines dans le classement. Bien sûr, on verra ça en tout cas les autres les prochaines émissions du mois sacré d'Ramadan, puisque Nazim nous fait le plaisir d'être avec nous. En tout cas, merci les filles. Merci Hanifa, Yatek Saha. Vous allez prendre votre instrument et commencer un petit peu à interpréter vite avant la fin de l'émission. Merci Nazim. Hâte de vous retrouver très bientôt en tout cas. Et merci à vous de nous avoir suivis. On aura le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine. Et puis, prenez soin de vous. Très bonne suite des programmes. Et sahaftorkom. Au revoir, à très vite. On apprécie Hanifa.